semaine de relâche. Comment ça va, Maxime Hawkerson? Très bien. Le baseball est de retour sur nos écrans. Je ne sais pas si tu as regardé un petit peu la partie des Jays contre les Yankees, mais un petit Montréalais d'adoption qui a fait son apparition au deuxième but. Ben, je t'avoue que j'ai pas regardé. Otto Lopez qui a joué son premier match de camp d'entraînement, en fait, dimanche, ouais, hier. Okay. Présence, il a remplacé Seaman comme pinch runner, volé le deuxième but, il est venu marquer un point. Quelques jeux défensifs, une petite erreur, mais des choses qui arrivent, mais c'était intéressant à voir. C'est le camp d'entraînement. Exact. À ça exact. que ça sert. Il y a quelques Québécois, je pense Taureau aussi, Abraham, a commencé aussi. Il jouait hier. J'ai vu ça, il me semble, passer vite fait. Je n'ai pas regardé le match, mais je pense qu'il jouait hier. Donc, les Québécois qui ont du temps de glace. Du temps de glace, oui. À ce temps-ci de l'année, c'est du temps de glace. C'est ça. Semaine de relâche, Max, t'es-tu occupé, t'es-tu en vacances cette semaine ou tu continues à travailler malgré les enfants à la maison? On continue de travailler, mais disons qu'on a allégé un petit peu On a un lundi très chargé, puis une semaine un peu plus relaxe, parce qu'effectivement, les deux enfants à la maison, c'est un peu plus complexe. Toi, Ouais. Jeff? Pas d'enfants. Moi, c'est bien relax, pas de vacances. Pour moi, c'est une semaine comme les autres. Ça ne change rien. Ouais, puis même notre invité, je pense que ça ne change pas grand-chose aussi pour lui, la semaine de relâche. Effectivement. On va le retrouver. Ouais, on va aller jaser. Cette semaine, on reçoit Sylvain Saint-Don, directeur technique, à cause que Max est en vacances, lui, justement, parce que 3 à la maison. Ouais, exact. Donc, Sylvain il est là aujourd'hui avec nous. Il va nous parler de plusieurs points importants puis intéressants, en fait, j'ai envie de dire, là, parce qu'à chaque fois qu'on a une discussion avec lui sur ces points-là, je trouve ça bien intéressant. Puis ça fait jaser, en fait. C'est comme des points, je trouve, qui sont pas, c'est pas 100% acceptés par tout le monde. C'est sujet à discussion, en fait. Beaucoup. Il y a un poste clé aussi dans la fédération, fait que ça va être intéressant d'en parler avec lui. Oui, exact. Pas tout le monde qui sait, en fait, qu'est-ce qu'il fait un directeur technique, ça fait quoi. Donc, Sylvain va nous en parler. Juste avant ça, j'invite tout le monde à aller sur YouTube voir nos vidéos. Toutes les entrevues sont là, puis il y a beaucoup d'autres matériels, là, les règlements. Bob Rousseau, il explique des règlements, les changements de règlements et tout. Il y a vraiment beaucoup de stuff. Donc, c'est la page YouTube de Baseball Québec. On va rejoindre Sylvain tout de suite. Parce que 20 minutes avec Sylvain, je pense que ça va passer pas mal vite. Monsieur Saint-Don. Bonjour, JF. Comment ça va? Ça va très bien, vous, les gars? Ah oui, ça va super bien, merci. Bien. Merci d'être là. Ça faisait longtemps, je n'ai pas été dans un sac d'attente. T'étais nerveux? J'étais excité, là, j'avais mes gants de frappeur, j'étais prêt. OK. Écoute, on va te mettre dans le bain tout de suite. Dis-nous donc, c'est quoi ton rôle à Baseball Québec? On sait que tu es directeur technique. Si tu veux nous décrire un petit peu là, de tes tâches à tous les jours que tu as à faire avec Baseball Québec. OK, on a juste 20 minutes? Oui, prends-en 5. Résume. OK. Grosso modo, je suis un peu un genre d'architecte qui va faire un peu les plans de la plupart des gros secteurs d'activité de la fédération. Autant la pratique de l'excellence, la pratique récréative au niveau du baseball. Donc, on donne un coup de main à créer ces opportunités-là pour nos athlètes. Plus précisément, je suis responsable, entre autres, de l'ABC, des sports-études, de la Ligue Midget 3 en particulier, tout le développement de l'élite, évidemment, est un peu plus mon créneau avec le baseball féminin, nos équipes du Québec également. Mais c'est sûr que j'aime beaucoup donner mon grain de sel un peu dans tout le développement du baseball, autant pour les jeunes, puisque si au niveau du mineur, au niveau des plus jeunes, il n'y a rien d'intéressant qui se crée, il n'y aura jamais d'élite, il n'y aura jamais de haut niveau, etc. Donc, j'ai comme pas le choix de tenter d'avoir un impact sur les plus jeunes, sur la masse de la population baseball. Donc, c'est un peu ça, brièvement, ce que je fais comme. Ça fait combien de temps que tu es là avec Baseball Québec? Écoute, j'ai commencé, ça doit faire 30 ans à peu près, là, mais j'étais en contrat avec Baseball Québec pour plusieurs éléments, autant avec le Midget 3, etc. J'étais en contrat avec eux. Puis, parce que je suis kinésiologue de formation, donc j'ai été entraîneur personnel longtemps. Puis, à partir de 2006, là, je suis devenu un employé à temps plein à Baseball Québec dans la structure comme coordonnateur technique. Je m'occupais de l'ABC, du Midget 3 durant l'été, le programme des îles du Québec à ce moment-là, qui était l'ancêtre de l'ABC, comment se dirige.
Puis, par la suite, on est devenu directeur technique là, dans les années 2012-2010 et je suis là depuis ce temps. Excellent. J'ai envie de te lancer encore, comme Max a dit tantôt, dans le vif du sujet tout de suite. Formation des équipes du Québec, justement, tu venais d'en parler, que tu t'occupais de ça. Ça se passe comment? C'est quoi le déroulement de la formation des équipes au Québec? Oui, ben écoute, c'est sûr, tout le morceau détection de talent, formation des équipes élites, tout ça, c'est un morceau qui intéresse tous les sports. J'ai la chance de travailler aussi avec l'Institut national du sport, où je sers de tuteur pour des coachs d'autres activités sportives. Puis cet enjeu-là demeure là, à tous les niveaux, que ce soit baseball, soccer, judo, on le retrouve tout partout. Puis c'est sûr qu'on a la chance, nous, dans le baseball, d'avoir certains critères très objectifs pour définir ce qu'on peut dire le talent ou les qualités athlétiques de quelqu'un. Je pense que les 3 tests, entre autres, qui nous donnent leur juste sur beaucoup d'athlètes, qui sont la course, la vitesse sur un 40 verges, qui dure à peu près, pour nos meilleurs, en bas de 5 secondes. Max, c'est les joueurs d'ABC en général. Ouais. Tu as la vélocité des tirs, évidemment. Plus tu as un bon bras, ben, plus tu vas retirer des coureurs, plus tu vas retirer des frappeurs, etc. Puis, évidemment, ben, la capacité à frapper la balle loin, qu'on calcule souvent par la vélocité. Les tests qu'on aime faire comme protocole de test, si tu veux, à Baseball Québec, c'est d'arriver sur un T-ball, puis de frapper une balle, puis être au bout de la cage avec un radar, puis voir la vélocité que la balle sort du bâton. Pour les joueurs de l'ABC, qui on est un petit peu plus méticuleux au niveau des tests, tout ça, on va regarder l'angle que la balle va décoller, parce que c'est bien beau frapper une balle à 90 000 à l'heure, mais ça pique au sol directement. Ma vitesse descend 50, j'ai plus de vitesse. Donc, tu veux que la balle voyage, tu veux qu'elle fasse un bout. Donc, l'angle va commencer à être intéressant aussi. Mais disons que c'est ce qu'on appelle le exit velocity, la vélocité des lancers, puis la course demeure des morceaux importants. Puis, souvent, dans nos échanges GF, on va avoir des parents qui nous demandent oui, mais OK, vous n'avez pas retenu mon gars sur l'équipe du Québec. Pourquoi vous ne l'avez pas pris? Le morceau qui manque, puis à ça, puis Max, tu dois répondre un peu la même chose. Ça va toujours être ça. Puis le coach de hockey va pouvoir vous dire la même chose. À un moment donné, tu vas te bloquer dans ton développement parce que tu ne lances pas assez fort, ou tu ne cours pas assez vite, ou tu ne frappes pas assez loin. À un moment donné, ces éléments-là vont faire en sorte que tu vas te bloquer toujours pour monter à un niveau supérieur. Donc, puis, il faut comprendre que ces 3 morceaux-là sont des fois reliés dans le sens que si tu ne cours pas, ben, il faut que tu frappes fort en maudit. Ouais. Puis, si tu ne frappes pas fort, ben, il faut que tu lances fort. Fait que, il faut qu'à un moment donné, tu aies un de ces morceaux-là qui se distingue si tu veux avoir une place parmi les meilleurs dans ta province, parmi les meilleurs au pays, parmi les meilleurs. Puis, je reviens avec mon coach de hockey, à un moment donné, il y a un joueur qui ne passera pas le niveau supérieur, on va lui dire tu patines pas assez vite, ton lancer frappé n'est pas assez fort, ou tu bouscules pas assez, etc. Il va avoir ces morceaux-là. Là. Donc, ça, c'est des gestes c'est des morceaux qui donnent une bonne idée du profil de l'athlète à qui tu as affaire. Il y avait un post super intéressant sur Twitter en fin de semaine où il y a un coach du baseball majeur qui avait dit, un des assistants entraîneurs avait dit tu as 9 à 12 bonnes defense, 9 à 12 pick-off dans des équipes high school. Au baseball majeur, on a 1 à 3, mais ça reste que ce qui est important, c'est qu'il faut que tu frappes fort, il faut que tu cours vite, il faut que tu attrapes la balle, il faut que tu fasses toutes les petites choses que tu es capable de contrôler, bien plus que d'être capable de faire des bonnes defense puis des pick-off. Puis souvent, là, on dévie complètement notre focus sur ce qui est important. Puis en jeune âge, là, 18 et moins, je parle, là, si tu cours vite, tu frappes fort, que tu es un bon athlète, que tu es capable de couvrir du terrain, tu vas avoir du succès, tu vas avoir des portes qui vont s'ouvrir à toi. Parce que si c'est pas juste en étant bon en bonne défense ou il n'y a pas d'intangible là-dedans, c'est qu'il faut que tu aies des résultats, puis il faut que les résultats soient là, parce que quand on te compare avec les autres, c'est ça qu'on va utiliser pour décider si tu fais l'équipe ou pas. Pour enchérir là-dessus, Max, tu amènes un super bon point, là, c'est que souvent on entend des entraîneurs qui vont dire ouais, il est bon, il court vite, il frappe bien, mais c'est que là, 14-15 ans, il n'a pas d'IQ baseball, il ne comprend pas la game, il ne comprend pas. On entend ça là, tellement souvent, il ne comprend pas la game. Mais à un certain moment donné, je peux super bien comprendre la game, mais moi, je suis plus capable de générer autant de vitesse. Ouais. Je suis plus capable de courir. Que j'ai beau la comprendre, la game,
m'a juste comprendre que j'ai plus d'affaires là. Mm. À un moment donné, fait que la compréhension est un morceau hyper important. Quand, à un moment donné, peut-être dans une équipe, tu commences à dire on a deux athlètes pareils, on a deux individus qui se ressemblent beaucoup, mais lui, il y a une compréhension de jeu qui fait en sorte que oui, on peut passer, mais on demeure un sport très individuel. Tu sais, fait que le collectif, là, oui, lancer au bon but, ça devient un atout, oui, tout ça, mais c'est pas quelque chose que tu peux pas apprendre. Tantôt, je te dirais, nos partenaires de hockey, de soccer, je parle souvent à Lionel Messi que selon mes rapports, mes gars de soccer que je connais, qui me disent c'est vraiment pas lui qui court le plus vite, c'est vraiment pas lui qui frappe le ballon le plus fort, mais c'est peut-être le meilleur joueur au monde encore. C'est peut-être il y a une façon de se démarquer, une lecture du jeu. Tu sais, dans un plan collectif, ce morceau-là va peut-être avoir un peu plus d'impact. Mais dans un sport comme le nôtre, très individuel, où ce que, tu sais, à un moment donné, si je veux faire du son-hauteur, ben, il y a une certaine hauteur au niveau national qu'il faut que je saute. Puis si je la saute pas, j'ai beau techniquement avoir une belle mécanique, j'ai beau avoir un beau style, il faut que je la saute, cette hauteur-là. Ouais. Puis ça revient un petit peu à ça. Puis si je peux encore rouler là-dessus, tu sais, souvent, j'entends des parents dire ah, mon gars au bâton, il a les mains vite, il a les mains vite, il a les mains trop vite. Non, ça n'existe pas. Il n'a pas les mains trop vite. C'est qu'il déclenche son processus trop tôt. Donc, il va arriver en avance sur des lanceurs qui lancent très vite, puis on conclut qu'il a les mains vite. Non, il n'a pas les mains vite. La preuve, quand on le fait frapper sur un T-ball, ben, la balle sort à 70 000 à l'heure, 65 au lieu de 80. Ouais, mais il a les mains vite. Non, il n'a pas les mains vite. S'il avait les mains vite, la balle sortirait beaucoup plus rapidement de son bâton. Puis ça fait en sorte que quand tu affrontes un lanceur qui a vraiment de la vélocité, malheureusement, quand tu vas arriver au contact, on appelle ça, comme Feu Joël Landry mentionnait à l'ABC, on appelle ça des poignées de laine. À un moment donné, le bâton la balle va manger l'onde de choc du bâton, puis on ne pourra pas passer au niveau supérieur. Donc, ça amène que ces morceaux-là sont inévitables pour passer au niveau supérieur. Il faut qu'on ait un de ces tools, ce qu'on appelle dans le baseball, un de ces atouts-là qui est dominant. Même que Max aime beaucoup dire ça, de dire que si tu es moyen dans les trois, tu es un bon joueur de baseball, mais tu es peut-être moyen dans les trois, tu n'es peut-être pas excellent nulle part. Donc, rejoindre un groupe d'excellence devient plus dur, devient plus difficile. Effectivement. Ouais, puis je vois un peu, tantôt tu disais que tu as fait partie du développement des ailes à l'époque. C'est la différence avec aujourd'hui et à l'époque, c'était les entraîneurs, ça fait beaucoup à ce qu'ils voyaient. Il n'y avait pas toutes les statistiques, toutes les données que tu as aujourd'hui. Puis tu es capable de montrer aux parents ou aux jeunes, gars, voici tes résultats en moyenne dans un groupe, voici ton résultat pour chaque stat. Fait que ça vient vous aider beaucoup, je pense, en tant que coach, pour expliquer ça. Mais ce que j'ai envie d'entendre de même Max aussi, c'est développement tardif. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour les kids de 15 à 18 ans? Puis à quel point ça peut... c'est clair qu'il y a un kid qui lance moins fort, puis je pense souvent à Antoine Jean pour ça. T'sais, Antoine, c'était pas celui qui se démarquait le plus, mais c'est celui qui s'est rendu le plus loin à date, probablement dans son groupe de son âge à l'époque. Fait il y a quand même ça tu peux pas le voir nécessairement comme ça, comme entraîneur. Là. Il y a des choses que tu peux penser arriver à faire avec un joueur. Quand on regarde Antoine Jean, on aimait le contrôle qu'il avait avec ses 3 lancers. Puis là, on se disait, ben là, s'il investit du temps, ben sur une période de 3-4 ans, peut-être qu'on arriverait à avoir des chiffres super intéressants. Antoine, avec son éthique de travail, a fait qu'il a accéléré ce rythme-là, puis qu'il est arrivé beaucoup plus vite à son potentiel actuel qu'on le croyait. Fait que, tu sais, il y a ce job-là aussi. Puis il y a des fois que, je prends un exemple, on va prendre un joueur de 15 ans à l'ABC, mais on ne prendra pas le joueur de 18 ans à la même position, mais qui est présentement meilleur que notre joueur de 15 ans. Parce qu'on sait très bien que le joueur de 15 ans, présentement, là, est un petit peu en dessous du joueur de 18, mais que dans 3 ans, on va être bien plus en avance que le joueur de 18 ans actuel. Donc, on investit dans le joueur de 15 pour arriver à atteindre des objectifs. Fait que c'est toujours la comparaison entre les âges qui est difficile à faire, mais il y a aussi la projection qu'on fait. Puis là, c'est un des départements, Sylvain, tu vas être d'accord avec moi, qu'on se trompe aussi plus souvent quand on essaie de trop projeter dans l'avenir. Des fois, on réussit, mais il y a des fois qu'on se trompe. Puis, tu sais, quand on fait des équipes, on ne frappe pas pour 1000.
Non, non, on ne fera pas jamais pour 1000 d'ailleurs. Exact. Puis je te dirais, la détection de talent, puis partout dans le monde, j'ai encore fait beaucoup de lectures à l'automne dernier, JF, parce qu'on faisait notre plan de développement à Bézard Québec, puis on remettait un peu notre modèle de développement qu'on remet au ministère de l'Éducation. Puis dans les lectures, tu te rends compte que la détection de talent est un enjeu partout sur la planète, dans tous les sports. Mais une des grosses prémices fait en sorte qu'on dit qu'avant la poussée de croissance d'un individu, les lectures, c'est zéro. Là. C'est comme, tant qu'on n'a pas eu cette poussée de croissance-là, on peut simplement mentionner que certains athlètes sont en avant sur d'autres. Tu sais. Donc, à ce moment-là, puis c'est sûr que le baseball, c'est un sport à développement tardif, c'est indéniable. La moyenne d'âge professionnelle est 26 ans,4, c'est la plus vieille des sports professionnels. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, par contre, c'est que nos opportunités à nous, Québécois, ce n'est pas à 21 ans, à 20 ans qui sont présentes. C'est l'équipe nationale junior qui est 18 ans et moins. Donc, si le coach de l'équipe nationale ne te connaît pas, tu n'as pas vu à Binette dans le coin de side 17 ans, c'est rare, Max, il va arriver à 18 ans, là, puis il va dire « OK, je te veux dans mon équipe. » Surtout si c'est un championnat du monde aux 2 ans, donc il prépare le groupe de 17 ans, il les prépare un petit peu d'avance, ça devient très dur. Les collèges américains, Max, je ne me trompe pas en disant on y regarde à 16, 17 ans, ils commencent à avoir de l'intérêt pour nos joueurs. 14 ans pour les gros D1, mais non, c'est sûr que c'est ridicule. Ouais, les universités qui repêchent très tôt dans le processus, mais moi, ce que aussi je veux t'amener, Sylvain, c'est, tu sais, je pense que c'est Babe Ruth qui avait dit ça, que c'était impossible de battre un athlète qui abandonne jamais, que tu sais, ça se peut que tu ne fasses pas le 2A à toutes les années. Ça se peut que tu arrives proche de l'ABC, tu ne fais pas l'ABC, tu fais midget 3. Il y a d'autres chemins qui vont t'amener à tes objectifs. Puis c'est le fait de toujours y croire. Puis particulièrement au baseball, tu l'as dit, c'est à 26, 27, 28 ans que ça se passe. Il y a un paquet d'opportunités. Il y a des gars qui n'ont pas passé avec les ailes du Québec, qui sont frayés un chemin, ça à fesse dans les collèges américains. Puis là, ils ont peut-être des opportunités avec les Capitales ou les Aigles ou ils ont eu une carrière décente aux États-Unis. Mais ça, c'est le fait qu'ils n'abandonnent jamais et qu'ils ont toujours travaillé fort. Puis j'ai le même message aux joueurs qui visent l'équipe nationale. C'est pas une finalité. C'est pas un passage obligé. Tu peux ne pas passer par l'équipe nationale puis avoir un super beau parcours. Benjamin Pelletier, Sylvain, tu sais qui Benjamin avec les Phillies, le plus jeune joueur à être repêché dans le baseball majeur, n'a jamais eu un coup de téléphone de l'équipe nationale. Il est avec les Phillies, il a été repêché, il a un bonnet de signature intéressant. Fait que c'est pas nécessairement où tu passes, c'est ton éthique de travail qui va t'amener au prochain niveau aussi. Fait que, tu sais, oui, des fois, tu as des déceptions de ne pas être choisi, mais il faut que tu passes par-dessus et que tu continues à travailler pareil. Des fois, JF aussi, des fois, il y a des morceaux mécaniques qui font en sorte que tu te dis, OK, ce joueur-là, je vois qu'il a du talent. Antoine Jean, on reprend le cas d'Antoine Jean que Jeff t'a emmené, qui est super bon. Antoine Jean lâchait la balle à peu près ici, en haut de sa tête, puis ça donnait 73, 74 000 à l'heure. Son bras passait vite, mais au moment qu'il accélérait, la balle n'était plus dans ses doigts puisqu'il lâchait la balle trop haute. Aussitôt que c'est Marc-Antoine, je pense qu'il a fait de gros changements avec lui, qui a emmené la balle un peu plus bas, il pouvait tenir la balle plus longtemps. Là, la vitesse a fait carrément chou. Là, ses fibres rapides rentraient en action. Fait que, il est passé d'une vélocité ordinaire, mais avec un cercle de mécanique en disant OK, je pense que ça, on corrige ça. Bravo, Antoine, d'avoir corrigé, là, parce que c'est aussi la capacité de correction d'un athlète est énorme. Là. Et on savait qu'on dormait peut-être sur un talent, un très, très bon talent pour passer à l'autre niveau. Puis Antoine, éthique de travail, puis c'est un monstre de compétitivité. Cet athlète-là compétitionne, il n'est jamais ébranlé de rien, il s'ajuste. Il se fait frapper, il revient au banc. Je sais pourquoi. Il n'est jamais les épaules par en dedans, tout ça. Fait que sa capacité à s'ajuster à la compétition est énorme comme individu. Fait que ça aussi, ça reste un morceau que la compétitivité d'un athlète, c'est comme on peut la noter, ça reste subjectif. On n'a pas un score, on a une habileté qui est là-dedans. Donc, c'est des morceaux qu'il ne faut pas passer à côté non plus. Là. Les tests physiques qu'on décrivait nous donne un très bon aperçu de l'athlète, nous donne des possibilités. Il y a d'autres morceaux qu'il faut qu'il se colle. Parce que si j'ai un super sprinter, puis il ne joue pas bien au baseball, il est peut-être mieux d'aller au sprint, simplement. Puis que le baseball, ça reste pas un bon joueur de baseball. Et tandis qu'il y a d'autres joueurs que
Ben, ils n'ont peut-être pas des taux incroyables, mais ils sont toujours bons parce qu'ils ont une lecture, etc. Comme on parlait de Messi tantôt, un peu dans ce genre-là, on a ça aussi au baseball, mais ça reste plus rare à cause de l'individualité du sport qu'on a comme tel. Tout à fait. Sylvain, on achève déjà, il reste quelques minutes, mais j'ai quand même deux choses que je veux te parler. Jean Allard sur Facebook qui demande, il dit tu parles de les trois tools, là, les trois outils lancer, frapper, vitesse, mais dans le baseball, on parle de 5 tools souvent. Est-ce que ces deux autres tools-là sont importantes ou ces outils-là sont importants pour la sélection des. Ben, c'est sûr que un des tools qu'on n'a pas parlé qui est excessivement important, c'est la défensive. Tu vas avoir un joueur d'Areco qui fait tous les jeux, qui a une belle entrée sur les balles, qui a un bras peut-être ordinaire, mais il a tellement un beau momentum quand il rentre ses balles qu'il retire tous les coureurs au premier but. Mais lui, tu peux te permettre, à cause d'une position clé, tu peux te permettre que offensivement, qui peut être un peu moins habile parce que son gant il est d'un autre niveau. Ça, quand Max Silton fait l'équipe de l'ABC, il va regarder ça, c'est indéniable. Tu ne peux pas ne pas passer à côté. Mais c'est très rare que tu vas avoir un joueur qui a des si belles mains, qui est classé dans les derniers, dans les autres morceaux. C'est relativement un peu plus rare. Tu sais. Donc, tu essaies d'avoir le mix de ça. Un receveur à la position défensive, c'est sûr qu'il touche la balle 150 fois par joute. Ben, c'est sûr que tu veux quelqu'un qui est vraiment bon. Mais un receveur qui n'a pas de bras, il va toujours avoir un morceau quand même super intéressant. Là. Mais c'est sûr que si je suis un voltigeur de gauche, ben, je suis pas là juste parce que je suis super bon en défensive. C'est la position une des plus faciles à jouer en guillemets dans le baseball un peu plus avancé. Ben, il va falloir que tu frappes et que tu cours vraiment vite. C'est l'autre morceau. Tandis que le cinquième tour, ce serait la moyenne au bâton versus la puissance. Maintenant, je te dirais que faudrait que je reparle à mes amis dépisteurs un peu, là, voir comment ils voient ça, mais je pense que ça commence à fusionner pas mal. Là. Si on est capable de frapper très loin, la moyenne au bâton est à 260 dans le baseball majeur présentement, 265. Elle reste sensiblement pareil. Je te dirais que les Tony Gwynn de ce monde là, qui frappaient 3,40, ils vont laisser place de plus en plus à je frappe plus loin, puis je la sors du parc, puis j'ai des doubles, puis des circuits, puis etc. Là. Si tu es capable de jumeler puissance et moyenne au bâton, là, on a quelque chose d'intéressant. On a Barry Bonds. Ouais, j'avais la discussion avec un joueur dans les collèges aussi là, qui avait peut-être un temps de jeu qui n'était pas à son goût, mais j'ai dit, OK, là, il faut que tu te poses la question, c'est quoi ton tools numéro 1, ton outil numéro 1? Mais il dit, ben c'est ça. Bon, ben, arrange-toi là pour que ta défensive soit indispensable à l'équipe. Et à ce moment-là, quand ça devient indispensable à l'équipe, le coach est obligé de t'utiliser. Fait que c'est la question que les joueurs, il faut qu'ils se posent. C'est quoi mon tools numéro 1? Mais il faut qu'il soit au-dessus de tout le monde puis qu'il devienne indispensable à l'équipe. Un coup que ça c'est fait, tu ne sors jamais du terrain parce que l'équipe a besoin dans le département dans lequel tu excelles. Fait que c'est une des stratégies aussi qui peut être employée comme joueur quand tu veux te positionner par rapport aux autres aussi. Et perds pas ton tour, Max. Non. Ça veut dire que si tu es là pour ton bâton, néglige pas d'aller faire de la cage parce que tu dis, il faut que j'améliore ma vitesse, puis j'améliore mon lancer, tout ça. Si c'est moyen comme tools, puis tu ne mets pas l'équipe dans le trouble, investis pas là-dedans, continue à investir dans ton bâton pour le rendre meilleur. Toujours à un niveau supérieur. Exact. Un jeune qui a 13 ans qui nous écoute présentement, améliore au complet toutes tes capacités. Là. Autant tes capacités d'athlète aussi, parce que ça va te bénéficier pour un autre sport. Ça. Améliore ta frappe, améliore ta course, améliore tout ce que tu peux. Là. Améliore ton école aussi. Et juste parce que tu prends ça, juste parce que tu parles de ça, je vais prendre 2 minutes de plus, mais je veux que tu me parles à quel point pour toi c'est important d'être un multi-athlète, justement. Parce que tu dis d'améliorer ses tools, mais tu peux aller dans la cage de frappeur parce que tu es un bon frappeur, mais tu peux améliorer ta vitesse en jouant, je ne sais pas, un autre sport aussi parallèlement, puis ça va faire en sorte que ça va améliorer ta vitesse aussi, j'imagine. Complètement. Écoute, notre discussion présentement est plus pointue. Là. On parle qu'on arrive un peu dans le plan d'excellence ou qu'on arrive dans le coin de 15 à 21 ans. Là. On parlait de cheminement tardif. Max me faisait penser, à chaque année, je regarde la liste des joueurs seniors, les meilleurs frappeurs dans la Ligue senior du Québec, qui est très forte. Là. Puis je regarde ça et je me dis, je ne le connais pas. Puis en général, si moi je ne l'ai pas vu passer, là, c'est pas bon signe. Là. Il s'est faufilé dans le B peut-être, dans du 2A, puis il n'a pas joué 3A, il n'a pas fait l'équipe du Québec, il n'a pas joué avec Max à l'ABC, puis
Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est développé sur le tard, il a pogné une passion, il a compris des choses, puis tout à coup, boum, c'est qu'il est là, puis tu te dis, qu'est-ce qu'il fait là? Puis il n'est pas des meilleurs frappeurs, puisque la Ligue senior est faible. Elle n'a jamais été aussi forte que ça. Ah ouais, c'est comme wow, tu sais. Quand tu parles d'habileté, j'ai dévié un peu, JF, quand tu parles d'habileté à développer, ben oui, effectivement, tu sais, ça reste que tous les programmes sport-études, on est obligé de faire des choix en 5e, 6e année pour aller au secondaire. Mais c'est carrément pas une façon, c'est de loin, c'est pas du tout la meilleure façon de procéder. Tu sais, dans un monde parfait, secondaire 1 et 2, on pourrait toucher à tous les sports, s'amuser, faire un paquet de choses, puis en secondaire 3, peut-être dire, OK, bon, finalement, là, il faut que je commence à mettre mes œufs dans le même panier, je viens d'avoir ma poussée de croissance, moi, je m'en vais au golf. OK, il faut que tu changes d'école, tu t'en vas. Maintenant, je ne vais pas changer d'école, j'ai mes amis ici, je ne vais pas. OK, ben, je vais prendre le hockey. Ah, le hockey, c'est l'autre école. Mais non, je ne veux pas. Fait qu'on est coincé un peu dans un système. Et c'est pour ça que d'arriver et de dire, OK, je suis en sport et tout ça dans secondaire 1, dans tel sport, ben c'est pour ça que les fédérations, maintenant, on se casse la tête à dire, OK, comme nous, Baseball Québec, on a mis un plan secondaire 1 et 2, que dans toutes les heures d'entraînement qui se fait en sport-études, ben 50% est investi à améliorer la personne, l'individu, puis par les skills de vie, par ses skills, ses habiletés individuelles de motricité. Ça peut être des lancers de ballon, de l'haltérophilie qu'on commence à toucher, ça peut être de la musculation, d'arriver puis de développer, comme tu disais, Jeff, développer un athlète qui va devenir très bon au baseball par la suite. Mais l'objectif, c'est de développer un athlète en secondaire 1 et 2, puis on pourrait l'envoyer dans n'importe quel sport, il pourrait se débrouiller. C'est ça qui est le morceau. Mais de dire qu'on est obligé de choisir un sport, ça fait partie des règles du jeu, mais il faut être conscient qu'en secondaire 1 et 2, on ne peut pas faire du baseball 15 heures semaine. C'est pas la bonne façon de procéder. Oui. Sylvain, on a dépassé le temps pas mal. On a fait un petit 30 minutes au lieu d'un 20. Moi, j'ai mis ça en overtime dans ma fiche d'aujourd'hui. Je suis content. Je prendrais une journée de congé. Prendre une journée de congé, je suis brûlé, Jeff. Ben, je te remercie pour vrai, Sylvain. Ouais, c'est ça. On reprend ça prochainement. Pour vrai, je pense qu'il y a d'autres sujets qu'on peut aborder puis développer peut-être plus en profondeur ou c'est ça, il y a bien des choses qu'on peut parler avec toi. Fait que je te réinvite officiellement bientôt. Ça me fait plaisir. Okay, mais bientôt. Salut, man. Un gros merci, Sylvain. Bonne journée. On pourra parler de la carrière de Sylvain Saint-Don aussi là, comme entraîneur. Là. Ton micro est fermé, Sylvain, tu as le droit de parler. Mais on pourra en parler. Il y a une carrière super intéressante, ce qui l'a amené à prendre en charge le Midget 3 aussi là, dans mes années que je suis rentré comme entraîneur, où ce qui a eu une bonne influence sur ma façon de coacher, de calmer le lion en moi qui était un peu trop intense, de le calmer puis d'avoir des réflexions plus posées. Mais Sylvain, il a une belle carrière d'entraîneur aussi. Ça serait intéressant la prochaine fois. Là. Assurément qu'on va pouvoir parler de ça. Max, cette semaine, on a une autre belle semaine. Ouais. Mercredi, on reçoit ta troupe d'entraîneurs. Oui, exactement. Exact. On reçoit Bergy, Yannick Desjardins. Marc-Antoine Bérubé. Marc-Antoine Bérubé, oui. J'ai juste marqué leur surnom. Mais... Béru, Bergy puis Wannick, ça ne dit rien à personne. Oui, c'est ça, exact. Donc, on reçoit ton équipe d'entraîneurs. Je ne sais pas ce que ça va te donner, 5 dans l'écran, parce que c'est des verbomoteurs pas pire, mais on va essayer de rendre ça bien intéressant. Puis vendredi, on a le Barbu de Ville qu'on reçoit, une nouvelle association avec lui, entre lui et Baseball Québec, le Barbu de Ville, Patrick Beauséjour de son nom, son vrai nom. Va venir nous raconter, en fait, il va produire des textes sur l'histoire du baseball, donc il va sortir ça régulièrement chaque mois, donc il va venir nous jaser de ça vendredi. Quelqu'un que tu connais aussi. Ouais. Merci tout le monde d'avoir été là. J'ai remarqué que les chiffres étaient quand même vraiment le fun à matin pour vrai des gens qui nous regardent. Donc, merci encore. Puis, on a commencé à recevoir, Max, des messages de certaines personnes pour nous dire « Hey, telle affaire, ça serait cool. » tout ça. Mais n'hésitez pas. Écrivez-nous soit sur Facebook, soit en email, peu importe. Mais proposez-nous des choses. Puis, moi et Max, on s'assoit après, on en discute. Puis, on est là pour vous donner de l'info. Donc, si on est capable d'aller chercher des personnes, des invités qui vont être intéressantes pour les auditeurs, ben tant mieux. Donc, bonne semaine. Merci, Max, encore une fois. Puis on se revoit mercredi. Bonne semaine. Merci.